Et si le sol sous vos pieds n'avait jamais été à vous? Imaginez-vous, marchant chaque jour sur une terre héritée de vos ancêtres, croyant en posséder chaque grain, alors même que, dans des bureaux lointains, d'autres décident du sort de vos récoltes, de vos lois, de vos vies. Imaginez qu'un pays entier soit gouverné, non pas depuis Ouagadougou, mais depuis des tours de verre anonymes à Paris, à Bruxelles ou à Washington, où des hommes en costume, qui n'ont jamais senti la poussière rouge du Faso, signent des décrets qui bouleversent votre futur. Peut-on encore parler de démocratie, de liberté, lorsque les décisions cruciales sont prises à des milliers de kilomètres, loin des regards, loin des réalités du peuple burkinabé? Cette question n'est pas théorique. Elle a hanté des générations entières, du temps où l'Afrique tout entière était partagée sur des cartes d'état-major, jusqu'à aujourd'hui, où la mondialisation a remplacé la domination militaire par une domination plus subtile, celle de la dette, des ONG, des programmes de développement et des élections calibrées selon des modèles extérieurs. Depuis bientôt 60 ans, on nous a vendu le rêve d'une souveraineté retrouvée. Les drapeaux ont changé de couleur, les hymnes ont remplacé les Marseillaises coloniales, mais dans l'ombre, ce sont d'autres mains, étrangères, qui ont tiré les ficelles. Les élections? Les constitutions? Même les promesses de développement semblaient dictées par des intérêts qui n'avaient jamais foulé la poussière rouge du Faso. N'est-ce pas là la plus pernicieuse des illusions? Une démocratie qui masque une dépendance silencieuse? Prenons un exemple concret. Lors des élections présidentielles de 2015, l'Union européenne a financé la logistique, supervisé le déroulement et validé les résultats. Mais qu'en est-il de la voix du paysan de la Comoé, du commerçant de Bobo-Dioulasso? Leur quotidien n'a-t-il pas été oublié, sacrifié sur l'autel d'une stabilité de façade, vantée dans les communiqués de presse mais invisible dans la vie de tous les jours? C'est dans ce théâtre que surgit un nom naguère inconnu, Ibrahim Traoré. Ce jeune capitaine, sans ruban doré ni verbe haut, incarne soudain la rupture. Sa décision de dissoudre la Commission électorale nationale indépendante n'est pas un simple geste administratif. C'est le signal d'une révolte contre des années de manipulation et de fausses promesses. Il ne s'agit pas seulement de changer des hommes, il s'agit de briser une chaîne. Regardons l'histoire. En 1960, le Congo nouvellement indépendant voit Patrice Lumumba assassiné pour avoir voulu s'affranchir des tutelles étrangères. Au Ghana, Kwame Nkrumah subit le même sort, exilé pour avoir rêvé d'une Afrique libre. Dans chacun de ces cas, la question n'était pas seulement politique, mais existentielle. Qui possède la terre? Qui écrit l'avenir? Derrière l'acte de Traoré, une question brûlante s'impose. À quoi sert une démocratie importée, si elle ne garantit ni la sécurité, ni la dignité, ni la prospérité de son peuple? Le vrai péril, c'est de perdre jusqu'à notre liberté, tout en restant prisonnier d'un décor de démocratie qui n'apporte que pauvreté et insécurité. Cette réflexion, Thomas Sankara l'avait déjà posée, lorsqu'il déclarait que « la patrie ou la mort » ne devait pas être un slogan, mais un engagement total à inventer une voie propre. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse de loin ses frontières. Ce n'est pas seulement l'avenir d'un pays, mais l'audace d'un modèle alternatif pour tout un continent, et peut-être le début d'une contestation de l'ordre mondial établie depuis la conférence de Berlin. Comprendre l'ampleur de cette révolution silencieuse, c'est questionner notre propre conception de la liberté, et ce que nous sommes prêts à risquer pour la reconquérir. Rappelez-vous l'Algérie, qui a résisté plus de 7 années pour obtenir son indépendance, au prix d'1 million de morts. La liberté n'a jamais été donnée, toujours arrachée. Mais pour saisir la force de cette rupture, il faut retourner à l'origine du mal, là où le silence des villages abrite des tragédies trop longtemps oubliées. C'est là, dans la poussière des pistes, que la vérité se cache, loin des salons dorés de la capitale. Pour comprendre ce basculement, il faut s'aventurer là où tout commence, dans les villages meurtris, loin des projecteurs, où la réalité poignante défie les discours officiels. Là, la démocratie n'est pas un mot, mais une question de survie. Dans la région du Sahel, des écoles brûlées témoignent de l'abandon, des champs en friche racontent la peur,
des familles déplacées cherchent un abri. La démocratie, pour elles, c'est la promesse d'un toit, d'un repas, d'un lendemain. Pendant près de 20 années, les urnes se remplissaient à chaque échéance, mais les assiettes restaient désespérément vides. La Commission électorale nationale indépendante était vantée comme le fleuron d'une démocratie exemplaire. Mais au Burkina Faso, chacun sentait que cette vitrine cachait une réalité plus sombre. Derrière les applaudissements venus de l'étranger, le quotidien des Burkinabés dévoilait une mascarade orchestrée. On célébrait la forme, mais jamais le fond. Prenons le cas de la commune de Barsalogo. Chaque année, des bulletins de vote étaient acheminés, mais la population voyait ses écoles fermées, ses marchés désertés, ses jeunes partir chercher fortune ailleurs. À quoi sert de voter si le lendemain, on doit fuir devant la menace des groupes armés? Les promesses électorales s'accumulaient, clinquantes, tandis que la misère s'enracinait. La peur gagnait les villages, et des centaines de milliers de familles fuyaient l'insécurité, errant sur les routes, sans protection. Les institutions, pourtant bardées de bulletins de vote, ne comprenaient plus le langage du peuple. Les déplacés, les maires, les soldats attendaient un État capable de les défendre, mais n'obtenaient qu'une administration obsédée par ses statistiques et des rapports destinés à d'autres capitales. C'est ce gouffre qui a frappé Ibrahim Traoré. Jeune officier, il voyait chaque jour l'écart abyssal entre des élites protégées et une population abandonnée à son sort. Face à cette supercherie, il s'est juré d'en finir avec les faux-semblants. Pour lui, il fallait non seulement briser des institutions déconnectées, mais aussi rompre la dépendance financière et politique envers l'étranger qui condamnait tout espoir d'émancipation. Les financements extérieurs, les directives venues d'ailleurs, tenaient le pays en laisse, le condamnant à répéter les mêmes échecs. La commission n'était indépendante que de nom. Elle recyclait sans fin les mêmes visages, perpétuant un système qui ne profitait qu'à une minorité. À chaque scrutin, l'espoir d'un vrai changement s'effritait, et avec lui, la dignité nationale elle-même. Ce fut le cas lors des élections municipales de 2018, où des candidats imposés par des partis financés à l'étranger remportèrent des sièges sans jamais avoir arpenté les ruelles de leur circonscription. Pour Ibrahim Traoré, il s'agissait d'une question de survie collective. Rompre ce cercle vicieux exigeait du courage, car abattre la façade démocratique, c'était risquer l'isolement international, s'attirer les critiques, et surtout, affronter le vide laissé par des institutions discréditées. Mais continuer dans cette voie, c'était se résigner à l'échec comme unique horizon. En cela, il rejoint les grands moments de rupture de l'histoire africaine. La révolution éthiopienne de 1974 contre Haïlé Sélassié, ou encore la chute du régime d'Amin Dada en Ouganda, qui a ouvert la voie à de nouvelles formes de gouvernance. La rupture a eu un prix. Lorsque la voix des urnes s'éteint, qui porte encore la voix du peuple? Cette question, redoutée par bien des analystes, s'est posée en des termes similaires lors de la révolution de 2011 en Tunisie, où la chute du régime Ben Ali a laissé place à une période de flottement, mais aussi d'espoir neuf. La décision d'Ibrahim Traoré a ouvert une brèche dans l'ordre établi. Mais comment reconstruire la confiance et redonner un sens à la souveraineté nationale? Il ne suffit pas de supprimer une institution. Il faut inventer une nouvelle manière de gouverner, de rendre des comptes, de faire participer chaque citoyen. L'ennemi véritable ne porte pas toujours d'uniforme. Souvent, il s'enracine dans l'ombre des institutions, protégé par l'héritage du passé colonial et la routine du pouvoir. Il se glisse dans les conseils d'administration, dans les programmes d'aide internationale, dans les habitudes qui font préférer l'ordre à la liberté. Derrière la dissolution spectaculaire de la commission électorale, un drame humain silencieux se poursuit. Plus de 2 millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont été forcés de quitter leur village, déplacés au cœur même de leur propre terre. Ce déracinement massif est le tribut payé à un système qui n'a protégé que ses bénéficiaires, abandonnant la majorité sans défense et sans voix. La situation rappelle celle du Rwanda des années 90, où l'incapacité de l'État à protéger ses citoyens a mené à la tragédie. Ce système, que l'on présentait comme modèle, agissait en réalité comme une forteresse. Les élites et les bailleurs verrouillaient les richesses,
éloignait le pouvoir du peuple. À l'extérieur, les rapports officiels offraient des images rassurantes, mais dans les villages, les greniers restaient vides et la peur gagnait du terrain. Le contraste rappelle l'Afrique du Sud de l'apartheid, où l'image d'une démocratie blanche ne correspondait en rien à la réalité vécue par la majorité noire. Ibrahim Traoré décide de rompre avec cette mascarade. Pour lui, il est impensable qu'une démocratie soit gérée par une institution financée et pilotée depuis l'étranger. Il affirme que seule la reprise totale du contrôle par l'État sur les processus électoraux permettra d'ouvrir la voie à une démocratie authentique, enracinée dans la souveraineté populaire. Cette idée rejoint celle de Julius Nyerere en Tanzanie, qui prônait une « démocratie par la base », fondée sur les conseils de village et l'économie locale. Ce geste n'est pas un simple changement de façade. Il inaugure une refonte radicale de l'architecture politique et sociale du pays. Les anciennes structures sont mises à nu. Ouverture des comptes, révélation sur la corruption et exposition des réseaux d'intérêts privés. Cette transparence inédite suscite autant de craintes que d'espoir. L'histoire du Ghana, qui a connu des audits publics massifs après la chute du régime militaire, montre combien cette étape peut être décisive. Mais le danger est immense. À l'international, le Burkina Faso risque l'isolement, peut-être même des sanctions économiques. À l'intérieur, les élites déchues s'organisent, le risque de sabotage et de contre-révolution plane. L'espoir populaire, encore fragile, pourrait être étouffé avant de voir le jour. Le cas du Venezuela, frappé par des sanctions après des choix souverains, rappelle à quel point la pression internationale peut être redoutable. Pourtant, c'est dans la tempête que se forge la véritable autonomie. Les choix d'aujourd'hui dessinent le destin de demain. Sécurité, accès aux ressources, dignité retrouvée. Mais la rupture seule ne suffit pas. Après la chute de l'ancien ordre, une question s'impose. Comment transformer cette crise en fondation durable, alors que la société reste fracturée et l'économie sous pression? Une nouvelle ère s'ouvre, mais l'incertitude domine. Pour réussir, il faudra inventer d'autres formes de solidarité et de gouvernance. La reconstruction de la Sierra Leone après la guerre civile est un exemple. La société n'a pu se relever que par la création de comités locaux de paix, de coopératives agricoles, de forums citoyens. L'aube se lève sur un Burkina Faso délivré de ses chaînes, mais nul ne sait si cette lumière fragile annonce la paix ou révèle d'autres périls. Le rouge de la terre, encore marqué par la nuit du doute, accueille chaque matin comme une promesse incertaine. Le peuple, tout entier, avance sur une ligne de crête, entre espérance et vertige. C'est la même tension qu'ont connue les Sud-Africains à la chute de l'apartheid, oscillant entre la peur du chaos et l'espoir d'un avenir meilleur. Pour la première fois depuis l'indépendance, la légitimité ne vient plus de textes rédigés ailleurs, mais d'actes concrets. Restaurer la sécurité, rendre la dignité, rouvrir les écoles, bâtir des routes et des dispensaires. Chaque geste vise à prouver qu'ici, désormais, nul n'imposera son ordre sans consentement. La souveraineté se mesure à la paix qui revient dans les villages, à l'espoir qui renaît dans les regards fatigués. C'est une démarche qui rappelle celle du Rwanda post-génocide. La sécurité et la réconciliation ont précédé la reprise du jeu politique traditionnel. Les ressources, longtemps détournées par des institutions vitrines, sont redirigées vers le réel. L'argent du peuple ne sert plus à entretenir un décor démocratique, mais finance la santé, l'éducation, l'agriculture. Chaque projet, chaque brique posée devient une preuve visible de ce tournant historique. À Waïgouya, la réouverture d'un dispensaire fermé depuis 5 ans a symbolisé ce retour du concret, tout comme la relance d'un marché à Tenkodogo. Mais ce choix n'est pas sans coût. La communauté internationale, inquiète de perdre son influence, brandit sanctions et menaces. Les ambassades ferment, les aides sont suspendues. Malgré tout, la résistance populaire s'intensifie. Pour nombre de Burkinabés, l'adversaire n'est plus seulement à la frontière, mais dans l'idée même qu'un peuple africain ne saurait s'autodéterminer sans tuteur. Ce combat pour la reconnaissance rappelle celui des nations asiatiques après la Seconde Guerre mondiale, de l'Indonésie au Vietnam. Face aux pressions,
le Burkina Faso regarde vers ses voisins. Avec le Mali et le Niger, une alliance nouvelle se dessine, portée par le même désir d'émancipation. Ensemble, ils rêvent d'un axe sahélien fort, capable de défendre ses intérêts contre toute mainmise extérieure. La carte politique de la région se redessine, au rythme d'une coopération libérée des vieux schémas. Cela évoque la naissance de l'Union africaine, qui, dès 2002, affirmait vouloir une Afrique solidaire et maîtresse de son destin. Dans la tourmente, un souffle d'espoir persiste. La jeunesse, majoritaire, reçoit une mission immense: réinventer le récit national, transformer l'éducation en arme contre la résignation, replacer la dignité au cœur de chaque décision. Les écoles rouvrent, les discours changent. Il ne s'agit plus de répéter l'histoire des vaincus, mais d'écrire celle des bâtisseurs. C'est le même pari qu'a tenté le Sénégal après les années de sécheresse, misant sur la jeunesse pour réinventer le pays. Pourtant, l'opposition interne veille. Certains anciens du régime déchu, nostalgiques de l'ordre perdu, tentent de fomenter des troubles. Le pouvoir dévoile ses complots au grand jour, les écarte fermement. Mais chacun sait, la plus grande menace peut surgir de l'intérieur, là où la peur et l'habitude freinent l'élan du renouveau. L'histoire du Nigeria l'illustre. Après chaque transition, les vieux réseaux ont tenté leur retour. Une question hante chaque progrès. Ce nouvel élan risque-t-il de glisser vers l'autoritarisme, sacrifiant la liberté pour l'ordre? Ou le Burkina Faso saura-t-il inventer un modèle inédit, où la souveraineté se vit et inspire tout un continent? L'enjeu est immense. Prouver qu'un peuple peut s'emparer de son destin sans sombrer dans la violence ni la tyrannie. C'est le défi qu'a relevé la Norvège en 1905, en accédant à l'indépendance pacifiquement, mais en veillant à ne pas tomber dans la dérive autoritaire. Tout dépendra de la capacité à maintenir la dynamique, à dépasser la seule figure du capitaine. Les bases sont là, mais le chantier ne fait que commencer. L'aube éclaire à la fois les promesses et les périls, et nul ne peut prédire ce que révélera le jour. À mesure que le soleil monte, la question de la suite se pose. Comment transformer cette rupture en un futur durable et partagé? La réponse se jouera à la fois dans les actes collectifs et la vigilance de chacun. L'expérience du Costa Rica, qui a aboli son armée pour investir dans l'éducation, montre que les choix collectifs peuvent transformer durablement une nation. La souveraineté, ce n'est pas qu'un mot. C'est le parfum du pain chaud façonné de blé local à l'aube, la lumière qui filtre après une nuit d'incertitude. C'est la vie quotidienne qui se transforme. Sur les marchés, les produits du terroir retrouvent de la valeur. Dans les écoles, les enfants comprennent que leur avenir se construit ici, chez eux. À Bobo-Dioulasso, le retour à l'agriculture vivrière a permis de réduire la dépendance alimentaire. La confiance, longtemps dispersée, renaît lentement dans les regards. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est une indépendance alimentaire qui se bâtit, champ après champ, four à pain après four à pain. On redécouvre la fierté d'appartenir à un même destin, la force de partager une histoire et d'assumer ensemble les choix difficiles. C'est le principe qui a guidé la reconstruction du Japon après 1945, miser sur une identité collective forte. Mais cette révolution ne tient pas à un seul homme, ni à une poignée de décisions venues d'en haut. Sa réussite dépend de l'engagement de toutes et tous, de la mobilisation populaire, du refus de rester simple spectateur. La souveraineté se travaille comme un muscle collectif. Par l'action de chacun, elle s'éprouve, se renforce, se prolonge. Les coopératives agricoles, les assemblées de village, les chantiers participatifs sont des exemples de cette appropriation concrète. Ce n'est pas un slogan à brandir lors des discours. C'est une pratique concrète, quotidienne. Reconstruire une école, protéger son quartier, acheter local, transmettre la langue et les mémoires. C'est oser dire non à la facilité importée, pour dire oui à l'effort qui porte ses fruits sur le long cours. Les expériences de l'Inde post-indépendance, qui a favorisé l'artisanat local, montrent la puissance de cette démarche. Le risque, aujourd'hui, c'est que l'élan s'essouffle si la population ne s'empare pas pleinement de cette dynamique. Si la souveraineté se réduit à la figure d'un chef, la déception guette.
l'habitude peut tout engloutir. Cette révolution n'existe que si elle est collective, ou elle n'est rien. L'histoire de la Pologne, qui a vu le mouvement Solidarność transformer l'ensemble de la société, illustre ce point crucial. Ce que vit le Burkina Faso tend un miroir aux autres peuples. Chaque jour, il faut choisir entre l'illusion d'un confort importé et la difficulté exaltante de l'autonomie. La souveraineté, c'est le droit de tenter, de se tromper, de recommencer, ensemble, sans tuteur. C'est la leçon de la révolution bolivienne de 1952, où la mobilisation populaire a permis des avancées majeures, mais a aussi révélé la nécessité de vigilance. Le chemin n'est ni simple ni garanti, mais il est ouvert. Et la question, face à vous, Burkinabés ou spectateurs, demeure. Que feriez-vous à leur place? Cette interrogation n'est pas théorique. Elle invite chacun à se réapproprier ses choix, à mesurer le prix et la valeur de la dignité retrouvée. Car à chaque instant, une nation se construit ou s'abandonne. Le Rwanda, après 1994, a choisi de se reconstruire, non sans douleur, mais avec une volonté partagée. Quand un peuple choisit l'aurore au lieu de la cage, le monde change, et pas seulement pour lui. Ce choix, c'est refuser l'humiliation de l'habitude. Au Burkina Faso, la souveraineté n'a pas été donnée. Elle a été rallumée par la volonté d'un peuple las de plier sous la loi d'autrui. C'est une dynamique qui rappelle la lutte des femmes islandaises en 1975, lorsqu'une grève générale a bouleversé l'ordre établi. La dissolution de la commission électorale n'est ni un aboutissement, ni une rupture simple. C'est une invitation à redéfinir ce que veut dire gouverner pour soi, à se réapproprier la démocratie, à l'arracher des mains de ceux qui la façonnent de l'extérieur. L'exemple de la Suisse, où la démocratie directe s'appuie sur la participation constante des citoyens, montre qu'il existe d'autres voies. Souveraineté, dignité, humanité. Ces mots, trop souvent vidés de leur force, retrouvent ici leur gravité brûlante. Là où la dignité est menacée, la souveraineté n'est pas une médaille. Elle est un feu à nourrir, un engagement sans trêve. C'est la conviction qui animait Nelson Mandela lorsqu'il affirmait que la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Le vrai danger, c'est l'oubli. Oublier la leçon de ces jours ardents, céder à l'usure, se résigner à l'impuissance. Mais il existe une autre voie, transformer cette lutte en espoir vivant, pour soi-même, pour les autres. Ce travail de mémoire, la Corée du Sud l'a mené après la guerre, en faisant de l'éducation et de la solidarité les piliers de sa renaissance. Ce récit dépasse le Burkina Faso. Partout où des peuples voient leur avenir écrit par d'autres, demeure la même question. Qui tient la plume du destin? La souveraineté ne s'offre pas, elle se construit, chaque jour, par des choix, des refus, des actes patients et tenaces. Elle n'est jamais acquise. Elle se perd si l'on cesse de la défendre. Mais lorsqu'un peuple se relève, l'écho traverse les frontières et rappelle au monde que la dignité ne se négocie jamais. C'est le message du peuple burkinabé, et peut-être demain, celui de tous les peuples en quête d'aurore. Gardons en mémoire, la flamme de la souveraineté exige d'être alimentée, partagée, transmise. Perdre cette mémoire, c'est perdre la clé de notre pouvoir. Mais nourrir ce feu, c'est ouvrir une aurore, pour soi, pour demain, et pour tous ceux qui attendent encore la lumière.